Salut et bienvenue pour cette mise au point des vacances que je fais un petit peu pour marquer le coup puisque la 200e est sortie il y a très peu de temps et donc ça se célèbre un petit peu, c'est pas tout le monde qui va jusque là, qui fait 200 vidéos principales sur sa chaîne, sachant que bon, je suis sûr que si on compare à d'autres c'est moins travaillé, c'est évident, mais j'estime quand même que c'était pas des vidéos que j'ai faites à l'arrache. Donc, je suis un petit peu content d'avoir atteint ce nombre-là assez faramineux et il y a peu de chances que j'atteigne les 300, je préviens tout de suite. Ou alors dans longtemps, dans longtemps. On ne va pas oublier que maintenant mon rythme de parution va être pas mal ralenti par rapport à avant et ça risque pas particulièrement de s'arranger d'ici là. Mais bon, ça, seul le futur le dira. En tout cas, un moment assez important pour lequel je vais pas avoir honnêtement beaucoup de choses à dire en plus par rapport à la vidéo live que j'ai faite. Donc voilà, si vous voulez mon retour sur la 200e et les petits commentaires qu'il y a eu là-dessus, les remerciements là-dessus, je vous renvoie à la vidéo live qui a été faite il y a quelques jours de ça, où on a vu ça un petit peu avec vous, j'ai réagi sur les différents participants, etc. etc. C'était très très sympathique à faire, vos réactions étaient très sympathiques à lire, que ce soit sur la vidéo 200e que sur ce live là. Donc merci encore tout sincère à tous ceux qui ont participé et tous les gens qui ont commenté de façon sympathique. Il y a eu quasiment personne pour être mesquin, j'ai 2-3 commentaires histoire de qui ont été insultants parce qu'ils aimaient pas ce que je faisais. Voilà, mais bon, on s'y fait, hein. Honnêtement, c'est assez faible comme ratio par rapport à d'autres, donc je le prends très bien, je le prends très bien. En tout cas, ouais, cette période des vacances d'été, comme d'habitude, c'est une période de relâche par rapport à d'habitude, et oui, même si je me suis déjà pas mal relâché dans mes horaires habituels, je vais me relâcher par rapport à ça aussi, hein, qu'on soit bien d'accord. Ce qui fait que, ouais, ce mois de juillet, vous n'aurez pas de Disney-fil long. Surtout que le Disney-fil à venir sur Kingdom Hearts va être bien compliqué à faire, hein, va prendre du temps par rapport aux Disney-fils habituels, ça je vous préviens tout de suite, que ce soit clair, hein, il va y avoir moins de Total Splash, hein, 2 fois moins que d'habitude durant ces 2 mois, et un seul Disney-fil. Que ce soit clair, etc. Hein, il va y avoir une période où je serai plus sur internet ou alors à peine parce que je serai en vacances en train de faire du camping, c'est une habitude que j'ai dans l'année, ça, enfin bref. Je ne fais que rappeler des trucs qui ont déjà eu lieu. Hein. Tant pis si vous êtes surpris, mais bon, hein, au bout d'un moment, il faut vous y habituer. Et sinon, ouais, pour la suite, j'ai prévu pour essayer quand même de meubler un petit peu ce mois de juillet parce qu'il promet de ne pas être très rempli, de faire quelque chose pour au moins les tipeurs qu'ils aient un petit quelque chose. Et j'ai pensé à la possibilité de faire ce que pas mal de gens font maintenant, c'est-à-dire faire des compiles de Disney-fil, d'œuvres déjà faites sur un certain thème. Et c'est très facile pour moi de faire ça, compiler sur Tarzan, sur Aladdin, sur Toy Story. Pas encore Toy Story parce qu'il y a encore Buzz l'éclair à traiter en Disney-fil, etc. Il y a beaucoup de franchises qui ont eu droit à beaucoup d'œuvres que j'ai traitées et pour lesquelles ce serait pas bête de faire des regroupements. De façon à ce que ce soit bien clair et que les gens puissent voir d'une traite en une seule vidéo toutes les critiques Disneyfield qui ont été faites là-dessus. Beaucoup de gens font ça sur leurs vidéos, je sais que le NC fait ça, je sais que MJ a fait ça, beaucoup donc font ça et je me dis ouais ça pourrait être pas mal. Après il faut voir un petit peu si ça vous parle mais ça pourrait être une approche sympathique à faire pour faire du contenu sans trop me prendre le chou. Et si jamais il y a des gens que ça intéresse, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Autrement, très vite, on va revenir sur l'autre Disney film qui est sorti avant la 200e, c'est-à-dire la véritable histoire du petit chaperon rouge, qui apparemment est adoré par beaucoup de gens. Là, je vois en commentaire, ah, ce film j'ai adoré, malgré ci, malgré ça, et ouais, il y a beaucoup de choses qui ont tendance à m'ennuyer un tout petit peu dans ce malgré ci, malgré ça, qu'on a tendance à survoler facilement. C'est que oui, ce film me fait marrer, il est très drôle, il y a pas mal de situations qui sont bien fichues, et je pense qu'il se donne une bonne identité avec son approche à la usual suspect, totalement assumée là-dedans. Mais
il y a quand même l'exécution qui est loin d'être parfaite, qui est grossière à certains moments et qui rabaisse un petit peu l'expérience. Je ne nie pas une seule seconde que j'ai adoré voir ce film la première fois et qu'il y a quelque chose de vraiment sympathique à le revisiter, à le revoir régulièrement. C'est un de ces films comme Chicken Little que j'aime me voir régulièrement, mais je pense quand même qu'il faut éviter de trop se mettre des œillères et de pas faire gaffe aux problèmes d'écriture un peu grossières qu'il y a. Au-delà de l'animation qui est vraiment discutable sur certains points, mais il y a des problèmes d'écriture assez grossières là-dedans. Au fur et à mesure, ça ne se déplie pas avec la meilleure des fluidités et la meilleure des réflexions, le récit qu'on veut nous faire passer. Et si le plaisir du reste parvient à compenser ça, ça ne suffit pas à lui faire mériter une note dantesque, hein, clairement pas. Donc ouais, sinon un petit mot sur la VFQ, parce que apparemment tous les gens qui ont connu ce film, ils l'ont connu à travers une version piratée. Ou alors c'est que des Québécois qui l'ont connu ce film en commentaire, c'est pas impossible aussi, parce qu'il y avait tout le monde, ah oui je me souviens que de la VFQ, la VFQ, la VFF, je sais que ça. Donc ouais, tout le monde l'a piraté apparemment, hein. Moi aussi, hein, moi le premier à l'époque, c'est quelqu'un qui l'avait piraté, qui m'avait dit tiens j'ai trouvé ça c'est cool, je crois que c'est mon grand frère, ça fait un moment quand même, et ouais j'ai découvert ça en VFQ. Et ouais, évidemment, quand on est tellement habitué à une VFQ qu'on a vu une bonne douzaine de fois avant de s'atteler à la VF, il y a certains changements qui font bizarre. C'est sûr, et surtout le fait que ouais, la VFF essaye un petit peu trop de sortir de la VFQ avec certaines formulations qui font un petit peu moins naturelles que celles de la VFQ par moment. Mais ouais, la VFF est loin d'être mauvaise, hein. J'aime beaucoup l'idée de choisir Morinder, ça lui convient très bien ce style de voix. Et Michel Leb fait bien son job. Voilà, j'ai rien contre le doublage français de France de ces films. C'est juste que je suis tellement habitué à la VFQ que ça fait un peu bizarre, mais je le trouve pas affreux d'une quelconque façon ce doublage-là, que ce soit bien clair. Vraiment, quand un doublage VF est vraiment discutable, je le pointe, mais là j'ai rien de mauvais à dire, à part que certaines formulations sortent un petit peu trop du naturel qu'avait la formulation de la VFQ, c'est tout, c'est tout. Bref, maintenant que c'est dit, voilà, hein, j'ai pas grand chose de plus à dire sur la 200e comme je l'ai dit, et on va s'atteler tout de suite, sans trop tarder, sur les deux petits sujets centraux qui me sont venus en tête durant ces derniers mois, via deux vidéastes dont j'adore parler apparemment sur cette chaîne, qui sont un petit peu en lien, c'est Anal Génocide, c'est-à-dire Antoine Goya maintenant depuis quelques temps, et Michael J. Ouais, je sais, qu'on soit bien d'accord, c'est juste une petite amorce de leur vidéo qui m'a donné envie de me pencher sur un sujet, j'ai pas envie de lui clasher à mort pour ça. C'est juste que j'ai vu une sorte de lien, ça m'a paru assez ironique, assez drôle, et donc je me suis dit, ah tiens, je peux parler des deux comme ça. Donc on va commencer par Antoine Goya, qui devient de plus en plus polémique, bizarrement parce que il a des prises de position qui sont plus aussi claires pour certains, quoi. Il avait cette vibe, plus de droite que de gauche, et maintenant, plus de gauche que de droite. C'est le genre de choses qui fait que je respecte le gars un petit peu dans l'absolu, c'est que il n'est pas juste axé sur un seul camp, entre guillemets, quoi. Il va juste dans ce qui est pour lui le bon sens. Et je suis pas d'accord tout le temps avec lui, c'est sûr, mais au moins, quoi, il se met pas dans un camp juste pour défoncer l'autre. C'est beaucoup plus complexe que ça. Néanmoins, ouais, ce gars, je serai vraiment jamais d'accord avec lui en matière de cinéma. Parce que, punaise, à chaque fois qu'il en parle, à chaque fois que je me penche un petit peu sur ce qu'il dit, je me retrouve presque jamais d'accord avec ce qu'il dit. En matière de cinéma, une fois de plus. Et donc, ouais, dans une vidéo, il y a quelques temps, genre 3 mois, un truc comme ça, il s'est plaint de la médiocrité dans la considération du cinéma actuel. Je vulgarise un petit peu, c'est plus recherché que ça, mais bon, j'essaie de faire ça vite. Et
En particulier parce que je suis plutôt d'accord avec lui là-dessus, je trouve que les gens ont tendance de plus en plus à embrasser la médiocrité au cinéma et à juste prendre ce qui leur fait plaisir sans réfléchir plus que ça. Mais le truc c'est qu'il a pris un contre-exemple, enfin un exemple qui m'a pas du tout convaincu par contre à côté sur le principe de setup payoff. Hein, on revient un petit peu au titre que j'ai mis sur ma vidéo au bout d'un moment, sur le fait que pour lui c'était une espèce de valeur éculée qui est super lourde. Parce que, ouais, dès lors que ça vient, ce genre de truc, dès lors qu'il voit le setup venir, il dit ah je sais que ça va jouer un rôle, ça me saoule, je peux plus apprécier le film après ça, tout ça, tout ça. Et je trouve ça assez drôle de la part de quelqu'un qui a fait toute une vidéo où il en avait rien à foutre du spoiler parce que c'est pas important de savoir ce qui va se passer dans un film que de voir comment le film va raconter ça. Par contre, ça le gêne les setups qui lui font voir venir des payoffs, apparemment. Je taquine! Je sais que c'est pas exactement la même chose, les défenseurs d'Antoine Goya pourront me reprendre là-dessus, mais c'est un petit peu drôle quand même. Ça m'a paru un petit peu drôle sur le coup quand même, et le fait est que je suis pas d'accord avec lui sur le principe, parce que c'est un procédé narratif qui me plaît beaucoup, le setup payoff, si il est bien fait. Ce qui me fait revenir un petit peu à une chose que j'avais dite dans mon top 15 des pires clichés selon moi, et que j'avais mal présenté le numéro 2, c'est-à-dire le jumpscare. Voilà, je déteste le jumpscare au cinéma dernièrement parce qu'il est abusé totalement et que la plupart du temps il est employé de façon très superficielle. Et je dois dire un truc, il est vrai que ce n'est pas toujours comme ça. Il existe des jumpscares qui ont du sens, qui font leur effet et qui s'incorporent bien dans la narration, la mise en scène narrative de votre œuvre, qui font pas juste truc cheap pour vous surprendre et vous énerver. Mais le truc c'est que c'est devenu tellement ça, même dans des films qui me plaisent, le côté jumpscare qui sert à rien, le côté jumpscare, ah tu crois qu'il y a quelque chose de grave qui arrive et tout d'un coup il y a un chat qui apparaît et pouah, la musique qui bondit comme ça, c'est que ça c'est devenu éculé pour moi, c'est devenu tellement cette formule facile pour vous faire avoir une réaction viscérale, pas recherchée, pas une seule microseconde méritée dans cette histoire, que c'est devenu super chiant sur le principe même dans ce qu'on en fait maintenant le jumpscare. Alors que oui, techniquement, ça peut être bien employé, mais c'est malheureusement beaucoup trop rare pour ça. Et j'imagine que c'est peut-être ce qu'on pourrait ressentir pour le setup payoff d'un certain point de vue, mais je ne suis pas d'accord sur ça. Il est vrai que le setup payoff peut être totalement pas mérité ou forcé. J'ai un exemple parfait là-dessus dans un film que j'ai traité dernièrement, Buzz l'éclair, le film, où il y a ce cadet qui a toujours ce stylo sur lui qui dit hey, vous avez besoin d'un stylo, tout le monde dit on s'en fout royalement, et tu vois tout de suite venir le truc, à un moment donné on aura besoin de ce stylo. Déjà c'est grossier, parce que ça essaye d'appuyer une sorte de petit gimmick de personnage pas particulièrement bien fait, pas particulièrement amusant, pas fin une seule seconde. Donc déjà tu vois venir le payoff de loin, hein, ça va être utilisé pour un truc, ce truc-là. Et une fois qu'on a le payoff, bah, c'est une connerie qu'on aurait pu sauter et ça veut rien dire. Le coup du stylo, quoi. C'est stupide. Et voilà, ce genre de setup payoff, c'est l'écriture feignante du scénariste qui se dit juste ah ce serait cool d'avoir un petit gag récurrent qui jouera un petit rôle à la fin quoi. Le gag récurrent n'est pas drôle, tu le vois venir un petit peu le payoff, enfin tu vois qu'il y aura un payoff et le payoff lorsqu'il vient il veut rien dire donc c'est de la merde hein, mais c'est un setup payoff de merde. Mais ça il y a du problème que c'est pas bien finement pensé et il y a beaucoup de setup payoff qui sont largement plus recherchés que ça. Je peux même citer un cas spécifique et qui, je suis sûr, fera sourire certains, dans La Belle et la Bête 3, un film que je déteste vraiment au plus haut point, il y a l'introduction du dernier segment, la cape déchirée de la bête, où il gueule sur Big Ben, etc., etc. Et au début, tu vois pas forcément venir ça comme un setup payoff. Tu te dis juste, oui, c'est juste pour illustrer le comportement de connard de la bête qui devra s'agir à la fin pour la deuxième fois, parce qu'il apprend jamais sa leçon, ce con, et t'y penses pas plus que ça.
Ce qui fait que lorsque ça revient à la fin et que ça a une petite signification dans le risque du moment, tu dis ah, vous n'avez pas sorti ça de nulle part et tu l'avais pas vraiment vu venir. Et ça a une signification légèrement forte parce que quelqu'un risque sa vie pour ça et qu'il y a un risque un peu important, etc. Donc le setup payoff ce coup-ci est plutôt bien pensé parce que tu ne vois pas venir le setup, tu le vois pas le setup et le payoff a une signification. Il te surprend un petit peu, il a une signification. Alors bon, hein, qu'on se comprenne bien, c'est pas un des meilleurs setup payoff au monde, mais c'est juste pour appuyer pourquoi j'ai considéré ça parmi les points positifs de ce film. C'est que c'est pas écrit de façon totalement écervelée, ça. Il y a un tout petit peu de réflexion derrière. Et pour moi, c'est ça qui est un petit peu important dans le setup payoff. C'est-à-dire, d'une part, est-ce que le setup est évident? Et c'est pas toujours le cas. Et je pense que c'est la différence peut-être avec le fusil de Tchekhov, puisque vous m'avez demandé ça il y a longtemps. Et pour moi, la différence c'est pas forcément évidente maintenant, mais je pense que dans la façon dont on montre ça, pour moi, le fusil de Tchekhov, il est évident à voir. Le fusil qu'on met sur le décor et qui sera forcément utilisé à un moment donné, il est visible, il tire l'œil. Alors qu'il y a pas mal de setups qui sont pas forcément visibles, ils tirent pas forcément l'œil. T'es pas sûr que ça jouera un rôle en fait. Et des fois, ça te prend par surprise, tu dis ce petit détail qui avait l'air de rien, qui semblait appuyer un truc un peu anodin, ou une petite scène qui se suffisait en elle-même, finit par avoir un rôle. Ah, c'est surprenant, t'as pas vu ça venir. C'est déjà bien. Et puis, il y a aussi le fait, même si on voit venir la chose, est-ce que c'est finement amené? Est-ce que ça a une résolution, une conséquence notable et impactante? Ou est-ce que c'est juste une grosse connerie qui signifie pas grand-chose? Et c'est, je pense, les deux critères importants à prendre en compte si on veut qu'un setup payoff soit réussi. Il faut bien poser le setup de façon à ce que ce soit pas trop grossier. Et important, il faut que le payoff ait une signification particulière, donne l'impression d'être mérité. Et quand ces deux éléments, voire un seul des deux est bien fait, eh bien ça rend ce procédé narratif très réussi en ce qui me concerne et une bonne façon de dérouler une intrigue en prenant le spectateur avec une certaine surprise, un certain sentiment d'accomplissement dans votre écriture. Ouais, c'est un petit peu important de voir la différence. Et je trouve sincèrement que il arrive plus souvent, en tout cas dans la plupart des films que j'ai vus, qu'on gère acceptablement un setup payoff qu'on le foire. Malheureusement, il arrive qu'on le foire, évidemment, comme dans Buzz l'éclair le film, mais il arrive beaucoup plus souvent qu'on le réussisse. Et c'est un petit peu le truc que je tenais à dire pour défendre ça. Oui, c'est un procédé qui est utilisé de plus en plus facilement de nos jours, ce qui fait qu'il sera de plus en plus voué, malheureusement, à partir sur des voies plus feignantes qu'avant. C'est évident. Mais ça reste un procédé très sympathique pour quelqu'un qui aime bien une écriture ficelée dans un scénario. De montrer qu'on n'amène pas les choses un petit peu comme ça. Ce qui me fait revenir sur une dernière remarque d'Anna Génocide là-dessus, qui a dit que ça ne correspond pas totalement à la réalité, parce que dans la réalité, des tonnes de choses arrivent comme ça. Des tonnes de choses arrivent sans crier gare. Et c'est important d'appuyer ça. J'ai envie de dire, ouais, une fois de plus, on n'est vraiment pas d'accord là-dessus dans ton approche du cinéma. Entre nous deux, hein, qu'on soit bien d'accord. Parce que pour moi, le cinéma n'est pas obligé de refléter la réalité tout le temps. Et d'autre part, ouais, quand même, vieux, excuse-moi hein, de t'appeler comme ça, quand même, il y a beaucoup de situations dans la réalité qui sont amenées par quelque chose. Par exemple, tu as un accident chez toi parce que tu as oublié d'éteindre la gazinière ou un truc comme ça, et ben oui, il y a une relation de cause à effet. Un truc que tu as laissé faire alors que tu te l'es pas rendu compte. Mais il y a un peu de setup payoff là-dedans. Si c'est arrivé qu'il y a un incendie chez toi, c'est parce que tu as oublié quelque chose. Et donc dans tes souvenirs, tu dis ah merde, j'ai oublié ça. C'est amené. Je sais pas, je trouve un truc à la con parce que bon, j'essaye de ramener ça à la réalité, mais la réalité a souvent des éléments qui tombent pas juste comme ça. Et dans les films, faut bien comprendre qu'on retient souvent les setup payoff, les choses qui sont amenées avec du détail avant, mais il arrive quand même assez souvent que des choses surviennent comme ça de nulle part aussi. C'est une alternance. Et ouais, c'est pas parce qu'il y a quelques setup payoff que tout d'un coup, il n'y a plus rien qui tombe comme ça. C'est un peu le truc. Mais c'est ça qu'on retiendra le plus, les setup payoff, évidemment.
les écritures plus recherchées. Donc, je ne sais pas quoi dire, en fait. Je ne suis pas vraiment d'accord avec son point de vue là-dessus. Les setup et off font pour moi un très bon procédé narratif, quand ils sont bien employés, évidemment, ça dépend par qui, c'est sûr. Et voilà, je tenais à défendre un petit peu ça, c'est un procédé que j'aime bien, quand il est bien employé. Et ça me permet de faire une petite transition vers le second sujet, parce que voilà, on a donc Antoine Goya qui est pour l'approche réaliste dans un film, quelqu'un qui veut voir une certaine réalité de la vie dans la façon d'écrire un film. Et c'est assez drôle parce que on sent un petit peu dans certaines des critiques de Michael J qu'il a un petit peu cette envie lui aussi de voir plus souvent ce genre d'approche, notamment avec le second sujet que je vais voir. Et je sais que rien que comparer les deux, ça doit leur faire hérisser les poils. Encore que je sais pas trop, depuis qu'il a un petit peu alterné de camp, Antoine Goya, peut-être que Michael J l'a un petit peu moins à la mauvaise. Je ne sais pas. Ça fait quelques temps qu'ils sont plus l'un sur l'autre. C'est pas plus mal. Hein. Donc, c'est drôle quand j'ai vu ça dans une vidéo récente de Michael J sur Le Seigneur des Anneaux, la série à venir. Une très bonne vidéo que j'ai appréciée, qui a fait un petit commentaire. C'est un moment rapide de sa vidéo, hein. Je critique clairement pas toute sa vidéo, c'est juste un petit truc que je critique. Je tiens à préciser une fois de plus, parce qu'il y a toujours des gens qui ont du mal avec ça. Je ne hais pas Michael J. Si je prends le temps de critiquer ces vidéastes YouTube, c'est parce que je suis leur contenu. Et en suivant leur contenu, je tombe des fois sur des points de dissension entre eux et moi. C'est pour ça que je veux revenir là-dessus. Mais globalement, si je suis ces vidéastes, c'est parce que leur travail me plaît la grande majorité du temps. En tout cas, de ce que j'en suis. Donc, donc je suis pas d'accord sur un point, ça veut pas dire que, oh mon Dieu, Michael J est tellement nul, là, insultez-le, clairement pas. Hein. Donc, oui, Michael J a dit ça sur Le Seigneur des Anneaux, le fait qu'il ne comprenait pas, il n'était vraiment pas du bord de ceux qui voient un film comme Le Seigneur des Anneaux ou un livre comme Le Seigneur des Anneaux pour s'évader un peu de la réalité, parce qu'il y a vraiment des parallèles très évidents à la réalité, et c'est beaucoup plus important de penser à ces films par rapport à ces parallèles plutôt que par rapport à la fantaisie qu'ils nous font voir. Je paraphrase, évidemment, c'est pas exactement ça qu'il a dit, mais en gros, ce qui est important pour lui, c'est de faire un parallèle entre des films comme Le Seigneur des Anneaux et la réalité sociétale qui nous touche ou qui nous a touchés avant. Et je trouve ça, comment dire, un peu léger. Un peu léger dans le sens où j'ai le sentiment que il a tendance à voir les conflits de la réalité comme quelque chose de simple. Parce que j'adorerais que la réalité, d'un point de vue conflit social, nous sommes d'accord, soit comme dans Le Seigneur des Anneaux. J'adorerais qu'au bout du compte, le plus grand problème soit vraiment un gros méchant pas beau qui veut détruire tout le monde parce qu'il a soif de pouvoir et qui est un ennemi très ciblé, évident à pointer. Parce que c'est pas du tout comme ça la réalité. Alors oui, on peut voir quelques petits parallèles, genre quelques sociétés humaines qui savent pas se mettre d'accord et donc qui sont un peu en conflit à cause de ça. On peut voir quelques parallèles sur un peu le racisme avec les elfes et les nains qui se supportent pas. Oui, oui, tu peux faire des parallèles comme ça, mais c'est léger et en toute sincérité, je trouve pas que ça vole très haut. Peut-être que dans le bouquin, c'est plus recherché. À ce moment-là, ok, mais dans les films, c'est pas quelque chose qu'on a appuyé de façon très forte. Hein. Je dis pas qu'il y a aucun parallèle à faire sur la réalité, mais c'est vraiment pas ce qui prendra le plus au trip les gens. Ce qui prendra le plus au trip les gens, c'est les relations d'amitié fortes qui se nouent dans cette communauté de l'anneau, ces dangers en tout genre qui se mettent sur leur chemin, ces combats dantesques, ces moments forts où c'est à la fois des guerriers aguerris qui aident à sauver la situation, mais aussi des fois des petites gens, au sens propre comme au sens figuré, comme Frodon et Sam,
qui apportent leur grain de sel, qui ont leur contribution, parce que ces petits gens ne signifient pas rien du tout. Et une fois de plus, oui, tu peux faire un parallèle avec la vraie vie réelle, mais c'est une morale très simple, forte, mais très simple à voir. Il y a beaucoup d'éléments qui rendent ça très bon par rapport au cadre. Et les petites morales, les petits parallèles qu'on peut faire, c'est bien. Mais je vois pas en quoi on est obligé de tout d'un coup les rattacher à 100% à la réalité, de rattacher l'œuvre à 100% à la réalité, juste parce qu'il y a quelques petits parallèles. Surtout que, ouais, je suis désolé de dire ça, je vais pas m'étendre là-dessus, mais la réalité, punaise, c'est tellement plus compliqué que ce qu'on montre dans des systèmes comme le Seigneur des Anneaux. Punaise, la réalité, c'est des gens qui se mettent sur la gueule pour différence d'opinion en tout genre, alors qu'à côté il y a des hauts placés qui en profitent pour tabler sur ces conflits-là et être de plus en plus riches. C'est vraiment une disparité qui se creuse de plus en plus avec une sorte de gestion de la misère. C'est une mentalité défaitiste qui s'instaure petit à petit dans l'esprit des gens par rapport à la situation qu'on ne peut pas changer et une espèce de fossé qui se creuse, mais vraiment lentement, de façon à ce que on a de moins en moins l'impression qu'on tombe, alors qu'en fait on n'arrête pas de tomber. C'est une situation ultra cynique de la société et une complexité énorme dans les relations internationales, dans pour quels intérêts on œuvre au bout du compte, parce qu'il y a toujours ce problème d'argent et de système capitaliste qui, je pense, existait depuis des milliers d'années avant et qui ne fait que s'accentuer au fur et à mesure. La réalité, elle est moche, elle est ultra complexe. Et quand je vois énormément de gens essayer de débattre de qui est le plus grand responsable de ci, de ça, à toujours centrer le blâme sur un groupe de gens et qui au bout du compte se sentent mal et qui vont centrer le blâme sur 7 autres groupes de gens, je me dis punaise quoi, la réalité, c'est comme ça que vous la voyez, vous êtes des cons. Voilà, vous êtes des cons, la réalité elle est ultra complexe, elle est super vache et j'adorerais que les problèmes de la vraie vie se limitent à ce qu'on voit dans le Seigneur des Anneaux. Vraiment, ce serait tellement génial si la réalité était comme ça. Alors oui, il y aurait ce risque de mort imminente pour tout le monde, c'est exact, hein, à cause de Sauron, mais en dehors de ça, le reste, je pense que ça a l'air très gérable, hein. Voilà, donc la réalité, je vais pas me pencher des masses dessus, mais il y a énormément de choses à déconstruire là-dessus. Et quand je vois des gens dire ah oui, c'est trop un parallèle à faire avec la vie réelle, le Seigneur des Anneaux, oui, un tout petit peu. De façon un peu superficielle, je suis désolé. Il y a beaucoup plus de choses à dire que ça. Et c'est le genre de choses qui a tendance peut-être un peu à m'ennuyer de la part de pas mal de gens qui commencent à se plaindre qu'on a tendance à regarder une œuvre de fiction pour s'évader. Oui, c'est un argument que j'adorais dire étant ado, comme beaucoup, je pense. J'adore suivre une œuvre, que ce soit un film, une BD, lire un livre, puisque en règle générale, c'est sur ça qu'on me demandait mon opinion à l'école. J'adore suivre cette œuvre parce que ça me permet de m'évader, de sortir du carcan, de la réalité, tout ça. Et ouais, c'est clair et net que c'est pas un argument ultra poussé, mais en toute sincérité, je le comprends encore parfaitement. Dès lors que je me centre sur la réalité de la vie, la vraie vie réelle, et pas celle fantasmée par certains débatteurs qui essayent toujours de tout pointer sur juste une catégorie de gens très vaste, lorsque je me centre vraiment sur la réalité de la vie, les conséquences, etc., je déprime à fond, quoi. Vous voulez savoir ce qui me fait plus déprimer, c'est ça. Mais c'est pour ça que je prends pas mal plaisir à suivre ce type d'œuvre. Ce type d'œuvre qui certes fait quelques petits parallèles qui sont pas anodins à la vie réelle, je peux voir Zootopie ou autre, hein, évidemment, mais qui, la plupart du temps, me font sortir un petit peu de cette réalité ultra complexe qui est insupportable à gérer, quoi. Sérieusement, quand je prends la peine d'y réfléchir en détail, le problème, le fait que
tout se casse et qu'on fonce de plus en plus dans le mur, je déprime à fond et c'est ce genre de choses qui me permet de tenir un petit peu. Toutes ces distractions, ces œuvres qui sont contenues dans leur propre microcosme, beaucoup moins complexe que celui qu'on a, et qui me permettent un tant soit peu, pendant un moment, de sortir un peu de ce cadre réaliste qui, plus je m'y penche, plus il devient complexe, vertigineux à envisager. C'est beaucoup plus prenant de suivre des univers de fantasy, des histoires qui ne se contentent que de nous transporter dans un autre univers où les choses sont plus simples, tout simplement. Et oui, j'aime beaucoup ça, et le fait que quelqu'un veuille à tout prix que dès lors qu'on voit un film qui renvoie pas le côté drame social, grand commentaire sur la société, hein, parce que bon, il y en a quelques-uns qui font ça aussi, hein, tous les films ne nous font pas nous évader, évidemment, autre que ces films-là, lorsqu'il y a des gens qui viennent nous dire « Ah, quand même, ce serait bien de voir les parallèles avec la société, c'est quand même, faut pas voir ça pour vous évader, tout ça, » je veux dire, oui, mêle-toi de ton cul, hein, j'ai envie de dire, et oh, si ce genre de choses me permet de supporter la vie et de passer de bonnes journées, moi je prends, parce que dès lors que je prends la peine de considérer ces univers-là, ben, je me dis, ce serait vraiment cool que la vie soit simple comme ça, à plusieurs degrés. Mais ouais, c'est un peu le truc que je voulais mettre en place. Quand j'ai vu ce petit commentaire de Michael J, c'était le énième commentaire que j'avais entendu là-dessus sur la critique de l'argument s'évader lorsqu'on suit une œuvre. Et je pense sincèrement que même si cet argument, il est pas très recherché, on est bien d'accord, il n'est pas très recherché, il n'est pas invalide non plus, il a un petit peu sa logique. Et je suis derrière, même si j'irai un peu plus loin que dire « Ah, ça me permet de m'évader maintenant », je trouve que, même s'il est désuet, il a sa petite valeur. Et ça dépend évidemment des œuvres et comment on les percevra. Mais personnellement, oui, quand on vient me dire que un film comme Le Seigneur des Anneaux et d'autres, où je vois énormément de gens faire des parallèles avec la vie réelle, regardez comme c'est trop ça, je me dis « Waouh !» Ouais, vous cherchez vraiment la petite bête, hein. C'est vous qui essayez de rendre ultra complexe un monde qui ne l'est pas à ce point. Hein. Parce que la vraie vie réelle, elle est ultra complexe. Et tellement plus compliquée que ce que pas mal de gens essayent de faire croire. Hein, enfin bref, voilà, c'était ma petite critique. Et une fois de plus, c'est juste une petite remarque qu'a fait Michael J. C'est plus une espèce d'accumulation qui m'a fait avoir cette réflexion-là. Donc ne prenez pas ça comme une attaque personnelle contre lui, tout comme pour Antoine Goya. C'est juste, voilà, ils m'ont renvoyé sur deux arguments sur lesquels je m'étais pas penché avant, donc c'est cool. J'ai été un petit peu inspiré pour cette vidéo. En tout cas, oui, pour le mois qui vient, je rappelle, enfin les 2 mois qui viennent, je rappelle, il y aura un peu moins de Total Splash, parce que c'est relâche. Et pour fin août, vous aurez le Disney Film sur Kingdom Hearts. Merci de m'avoir suivi, à bientôt pour d'autres vidéos. Bye!